Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. David Colomb, bonjour. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous enseignez l'histoire de la communication, des médias et de la propagande. Vous étiez déjà venu à ce micro l'an dernier pour nous parler de votre précédent livre, Les maîtres de la manipulation. Et nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la parution chez Talandier de La guerre de l'information, un ouvrage dense dans lequel vous dépeignez les stratégies, les acteurs et les outils utilisés par les États pour gagner cette bataille aujourd'hui absolument décisive et à qui l'intelligence artificielle promet déjà des horizons infinis. Un livre paru quelques jours avant le massacre du 7 octobre mené par le Hamas en Israël. Point de départ d'une guerre toujours en cours. David Colomb, quelle forme cette guerre prend-elle sur le plan informationnel ? Eh bien, les événements tragiques que nous vivons et que nous voyons au Proche-Orient illustrent les caractéristiques de la guerre de l'information. L'espace informationnel, qu'il s'agisse des médias ou des médias sociaux, est devenu un champ conflictuel à part entière, où le Hamas fait la guerre, tout comme il mène la guerre aujourd'hui contre Israël après ces massacres du 7 octobre. Et c'est une guerre pensée, comme elle est pensée sur le plan militaire. Elle est pensée comme elle est pensée sur le plan militaire, dans la mesure où Ben Laden, en son temps, avait dès 2002 dit que l'essentiel de la bataille se menait dans les médias, dans la mesure où Daesh a défini l'information comme l'équivalent d'une bombe atomique, dans la mesure surtout où pour une organisation terroriste qui n'est pas en mesure de remporter des batailles décisives sur le plan militaire face à un adversaire supérieur, le champ informationnel, lui, représente une opportunité, celle de remporter la bataille de l'opinion publique mondiale, c'est-à-dire la bataille où se décide, de leur point de vue, le sort des armes. Alors justement, sur ce dernier point, pourquoi cette bataille pour la conquête de l'opinion publique mondiale, notamment dans le monde arabe, pourquoi elle est aussi décisive aujourd'hui pour le Hamas comme pour d'autres groupes terroristes, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits asymétriques? Parce qu'elle repose sur une doctrine victimaire depuis 2002 et l'opération de Jenin, qui a vu à au moins 4 reprises déjà le Hamas emporter une forme de victoire décisive dans l'opinion publique mondiale quant à la réalité qu'il construisait du conflit, en mettant en avant des victimes palestiniennes, réelles ou inventées, et en diffusant une émotion mondiale qui conduisait un certain nombre de dirigeants politiques à encourager Israël à interrompre ses opérations militaires. Ce n'était pas déjà le cas à la fin des années 80 avec la première intifada, pour rester sur le Proche-Orient, ou même un petit peu avant avec la première guerre du Liban? Il est certain que depuis même les années 60, depuis la création de l'OLP et du Hamas, les organisations terroristes palestiniennes et pro-palestiniennes ont fait de la propagande par le fait, qu'est le terrorisme, un outil pour à la fois peser sur des décisions mondiales qui leur échappent et à la fois recruter des sympathisants et parfois des militants. Parce que c'est ce qui est le plus effrayant à propos des crimes du 7 octobre. C'est que leur diffusion sur les médias sociaux, par ces images qui ont été prises par les criminels eux-mêmes, ne visait pas seulement à sidérer la population, à diffuser la terreur. Elle visait à recruter, à mobiliser, comme Daesh a su le faire en 2014 avec des images absolument horribles. Alors le Hamas a publié très vite sur les réseaux sociaux, en particulier sur Telegram, des vidéos atroces montrant leurs actions dans les villes du sud d'Israël le 7 octobre. Images visant, vous le disiez, à démontrer leur force, mais aussi et surtout peut-être à répandre la terreur et l'angoisse. Et vous ajoutez également à recruter donc de nouveaux sympathisants pour leur cause. On est sur un modèle proche de celui utilisé par Al-Qaïda et Daesh. Diriez-vous néanmoins que cette stratégie informationnelle, David Colomb, s'est finalement retournée contre le Hamas ? Malheureusement, je ne le dirai pas dans la mesure où le Hamas a trouvé des relais informationnels très importants, à commencer par la Russie, qui jusque-là ne relayait pas autant ces narratifs mensongers. On a vu les opérations d'information des services russes, notamment l'opération Doppelganger, diffuser des narratifs qui, à la fois, soutiennent de facto le Hamas et en même temps encouragent le scepticisme, voire le doute, si ce n'est même le complotisme à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais elle montre néanmoins, ces images et ces vidéos, une violence que certains ne voulaient pas voir jusque-là. C'est ce qui est nouveau aujourd'hui dans notre environnement informationnel, c'est à quel point il est devenu ensauvagé.
parce que nous sommes saturés d'images venant de part et d'autre, qui sont des images de terreur, des images d'horreur, des images de victimes, des images de crimes, des images qui reflètent une certaine réalité, pour certaines, pour d'autres, reflètent la volonté que l'on a de peser sur les perceptions de l'opinion publique, mais qui conduisent nos opinions publiques et qui conduisent nos dirigeants, très souvent, à réagir en fonction de leurs émotions, davantage qu'en fonction de la réflexion ou de leurs intérêts stratégiques. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux lorsque cela sert les intérêts des adversaires de la démocratie. Lorsque cela sert les adversaires de nos principes les plus fondamentaux de liberté, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté d'informer. C'est très dangereux lorsque cela sape la capacité de nos concitoyens et de nos concitoyennes en France à distinguer le vrai du faux. C'est très dangereux lorsque cela encourage la diffusion massive de l'antisémitisme et de théories du complot et de désinformation qui viennent saper la confiance dans nos institutions en même temps que provoquer des actes très réels. C'est le point le plus important, je crois, sur lequel je m'efforce d'insister dans ce livre, à savoir qu'on a de la propagande numérique, l'image de quelque chose qui est détaché du monde réel. En réalité, elle vise à produire des actes dans le monde réel. Et la démultiplication des actes antisémites ces dernières semaines est le produit, pour une part, de cette amplification considérable de ces discours de haine sur les médias sociaux et certains médias. Est-ce que c'est un produit recherché ? La production de l'acte antisémite par la diffusion de ces images-là, est-ce que par ceux qui les diffusent... Ça ne fait aucun doute. Souvenez-vous de 2014, lorsque le Hamas avait diffusé sur Twitter le hashtag « Kill a Jew », tuer un juif. Ils avaient aussi diffusé des tutoriels pour égorger les gens. Et ces hashtags et tutoriels avaient été relayés par Daesh, qui avait incité les gens dans le monde entier à égorger des juifs. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un antisémitisme global, poussé par des acteurs malveillants. J'ai cité la Russie, mais on peut bien évidemment citer l'Iran, parmi les acteurs les plus malveillants en la matière, et qui produit des actes dans le monde réel avec une intensité et une gravité que l'on n'avait plus connues depuis longtemps. Vous parliez tout à l'heure, David Colomb, des émotions. Dans quelle mesure les chancelleries de pays démocratiques peuvent-ils gouverner de manière rationnelle alors que leur population, face parfois à leur population, qui sont nourries par des images et des émotions qui forcément ne vont pas forcément dans le sens des intérêts des États ? C'est la difficulté pour les chancelleries, c'est la difficulté que rencontrent également les médias internationaux ou les médias nationaux, à savoir le fait que, en temps de guerre, il est nécessaire de prendre des distances par rapport à ses propres émotions, des distances par rapport à ce qui peut susciter en nous une extrême joie, une extrême colère. Le premier réflexe qui a été le mien après l'annonce de ce bombardement, je crois que c'était le 17 octobre, de cet hôpital à Gaza, ça a été de me dire de ne pas réagir, d'attendre le point de vue d'Israël sur les faits, d'attendre surtout le journalisme de vérification du New York Times, du Monde. Et ce journalisme que n'a pas suivi Emmanuel Macron, qui a tweeté dans la nuit même. Mais vous savez, c'est le rythme même de la production médiatique qui impose cela aux dirigeants politiques de tous les États confrontés à cette information en temps réel, à cette information en continu, cette bête informationnelle qui invite à consommer toujours plus de commentaires, d'analyses à chaud, sans même toujours disposer des informations. Et vous savez, s'agissant du Hamas, c'est dans cet espace informationnel qu'ils ont bâti leur stratégie, leurs tactiques les plus efficaces. Vous diffusez un communiqué, il fait le tour du monde, avant même d'avoir pu être démenti, avant même d'avoir pu être vérifié ou d'avoir même un commencement de vérification. Notamment sur le nombre de victimes à Gaza, puisque les chiffres proviennent du seul ministère de la Santé de la bande de Gaza qui est dirigé par le Hamas. Absolument. Ces chiffres ont été pris pour argent comptant, alors que ceux des journalistes qui ont été sur des terrains de guerre, ceux des journalistes qui ont été sur les lieux des attentats savent qu'il faut des heures, sinon des jours, pour décompter des victimes après un bombardement. Il est très difficile d'annoncer de façon si péremptoire un nombre si précis de victimes, lequel d'ailleurs a rapidement été amplifié. J'ai trouvé sur des tweets de journalistes jusqu'à 1000 victimes, des journalistes qui se trouvaient à 2000 km de là, qui devaient avoir une très bonne vue,
ou des psychics. Mais ça pose une véritable question sur la nature et la qualité de l'information qui est diffusée dans des médias par ailleurs reconnus pour leur sérieux. C'est un point crucial que j'aborde dans l'un des chapitres de mon livre, à savoir le fait que les propagandistes, historiquement, c'était les propagandistes soviétiques, les propagandistes américains. Les propagandistes ont toujours su instrumentaliser cette chaîne de l'information pour y glisser leur narratif, pour manipuler les journalistes, parfois pour avoir des agents sous couverture. Mais ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est que ce qui jadis prenait des semaines, ce qui jadis prenait des jours ou des heures, maintenant ne prend plus que des minutes. Il faut 10 minutes à se communiquer pour faire le tour du monde. Parce qu'il faut être le premier à diffuser les informations, quelle que soit leur origine. Le premier qui diffuse l'information occupe l'espace médiatique, fait prévaloir son récit. Et même si ce récit est plus tard démenti, ce récit laisse des traces dans les esprits, a provoqué son effet. C'est là quelque chose d'essentiel. Nous sommes dans une guerre des perceptions. Et en l'occurrence, il s'agit non pas de faire prévaloir des faits, mais une opinion sur des faits. Et il s'agit fondamentalement de saper la capacité même des acteurs, de part et d'autre, à distinguer le vrai du faux. De distiller le doute, finalement ? C'est l'enjeu absolument fondamental. Vous savez, très récemment, la France a dénoncé une opération russe qui a été une opération de subversion qui était précisément dans ce cadre-là. On va y revenir tout à l'heure. Au fur et à mesure des semaines, pour revenir à l'actualité directe au Proche-Orient, ces vidéos postées initialement par le Hamas ou par des sympathisants du Hamas ont été progressivement effacées. De peur, écrivent les médias israéliens, qu'elles ne servent de preuve contre le groupe palestinien dans le cadre d'un procès pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, David Colomb ? Est-ce que c'est aussi un enjeu pour le Hamas maintenant de prendre la tangente pour éviter que ces preuves soient retournées contre elle? Vous savez, ce qui est assez fascinant pour l'historien dans ces événements tragiques, c'est que le Hamas a pu tenir 2 discours parfaitement contradictoires à un intervalle extrêmement réduit. Un discours de violence extrême, d'images absolument atroces qu'il s'est employé. D'abord à faire tourner par ses militants équipés de GoPro, ensuite à diffuser, à faire relayer les chaînes Telegram, ensuite des comptes Twitter et des comptes d'autres médias sociaux, et puis dans un second temps, presque aussitôt, à faire valoir l'idée que le Hamas était attaqué. J'avais demandé à un journaliste français qui avait accès à des données quantitatives, ce qu'il en était 5 jours après l'attaque du Hamas, de la guerre des hashtags. Parce que dans mon livre, je rapporte la guerre des hashtags entre Israël, enfin le porte-parole là de Tsahal et le Hamas en 2012 et 2014. Le Hamas avait à chaque fois remporté la bataille des hashtags. Donc je voulais savoir ce qu'il en était du rapport entre le hashtag Israel under attack, sachant qu'Israël avait été attaqué par le Hamas, et dans les 5 premiers jours suivants, donc dans les 5 jours après, donc le 12 octobre. Je lui ai demandé ce qu'il en était du Gaza under attack, sachant que Gaza n'était pas attaqué. Gaza under attack talonnait Israël under attack 5 jours après, avant même le début des opérations militaires. Donc la perception, là aussi, avait pris la perception avait pris le dessus sur le réel. C'est-à-dire que ce discours totalement surréaliste d'une attaque israélienne contre Gaza à cette date, 11-12 octobre, était un discours en passe de prévaloir dans cette guerre des perceptions. Quelle est la responsabilité de ces canaux de diffusion ? Je pense à Telegram, donc qui est une société russe, mais aussi bien sûr à X, anciennement Twitter, et désormais la propriété d'Elon Musk. Alors, Telegram est une chaîne cryptée. Enfin, c'est absolument impossible d'échapper à son caractère propagandiste, dans la mesure où il s'agit d'un réseau social russe qui sert les intérêts fondamentaux du Kremlin, qui sont en l'occurrence de diffuser la haine partout où c'est possible, toutes les haines, sans concurrence, sans en faire nécessairement prévaloir une plutôt que l'autre. En revanche, s'agissant de Twitter, on est dans un cas de figure qui est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus grave, en ce que Twitter, à la différence de Telegram, en principe, devrait être un réseau intègre. En principe, devait être un réseau qui censure les contenus violents, n'aurait pas dû laisser se diffuser des images aussi violentes que celles que l'on a vues le 7 octobre et les jours suivants, un réseau qui ne devrait pas laisser transpirer à ce point l'antisémitisme, les appels à la haine et à des actes violents. Or, nous pouvons constater aujourd'hui que sur ce réseau social prévalent non seulement
la haine et les appels à la violence, mais la désinformation sous toutes ses formes. Et donc, ça veut dire, autrement dit, David Colomb, que X et Elon Musk servent les intérêts du Hamas indirectement, du Hamas, de l'Iran, de Moscou? Je crois qu'ils servent d'abord leurs propres... Enfin, Elon Musk sert d'abord ses propres intérêts économiques. Ce sont des intérêts économiques, puisque la désinformation rapporte plus d'argent que l'information fiable et vérifiée. C'est valable pour X Twitter comme pour beaucoup de médias sociaux. Et ensuite, parce que Elon Musk cherche manifestement à encourager le chaos dans les sociétés occidentales. Et l'un des moyens essentiels d'encourager le chaos, c'est d'affaiblir l'information de qualité et d'encourager l'information qui ne l'est pas. Et puis, plusieurs témoignages et plusieurs déclarations de sa propre personne indiquent clairement qu'il est manifestement un allié objectif de la Russie, laquelle s'est engagée dans une guerre mondiale de la désinformation. De sorte que X Twitter, aujourd'hui, est une plateforme qui fait énormément de tort à nos sociétés démocratiques. Énormément et sur cette de guerre, tort. pardon, sur cette guerre d'Ukraine que vous évoquez, est-ce qu'il y a un avant et un après rachat de Twitter par Elon Musk? Ah oui, aucun doute. Elon Musk a commencé par modifier la viralité des contenus, c'est-à-dire il a baissé la viralité des contenus des médias de confiance comme le New York Times pour encourager la viralité de médias désinformateurs. Il a rétabli les comptes de désinformateurs russes, antisémites, extrémistes de tout poil qui avaient été fermés par ses prédécesseurs après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Il a réformé le modèle publicitaire pour permettre à quiconque paye un abonnement de voir ses contenus toucher 4 à 5 fois plus de monde. Il a ensuite laissé la plateforme accueillir des réseaux de trolls et des réseaux de botnets dans une quantité inédite jusque-là. Le niveau de désinformation sur cette plateforme est absolument effrayant. Je ne vois que des gens inquiets fréquenter cette plateforme. Mais cette plateforme est cruciale. Elle l'était pour tous les acteurs des guerres de l'information antérieure. Elle l'est aujourd'hui plus que jamais parce que elle n'est pas quantitativement très importante, quelques centaines de millions d'utilisateurs. Mais qui sont ces utilisateurs? Les journalistes, les analystes, les décideurs politiques. Autrement dit, c'est le lieu crucial de la fabrique de l'information. Qui contrôle Twitter contrôle l'information mondiale, contrôle le récit mondial. Et c'est ce qui fait de X Twitter aujourd'hui l'une des plus graves menaces pour l'avenir de nos démocraties. Qu'est-ce que peut le politique, en l'occurrence l'administration Biden et ses départements concernés, contre X et contre Elon Musk, du coup? Déjà, les États-Unis ont des outils que nos pays n'ont pas, que la France n'a pas, par exemple. Le premier outil, c'est la loi sur les agents étrangers qui fait obligation à quiconque mène une action d'influence pour le compte d'un agent étranger à se déclarer. C'est la loi Farad 1938. Ensuite, les États-Unis se sont dotés très tôt d'un groupe qui était précisément chargé entre le département d'État et le Pentagone de contrer l'activité des propagandistes djihadistes, le CSCC, qui est devenu aujourd'hui le GEC, Global Engagement Center. Les États-Unis ont investi des moyens considérables pour contrer les récits des informateurs. Et depuis que Joe Biden est là, des progrès tout relatifs ont été faits en la matière. Je dis tout relatif parce que face aux États-Unis, un nouvel acteur majeur s'est engagé dans une désinformation de masse, c'est la Chine, laquelle est aujourd'hui une menace globale pour un certain nombre d'États, dans la mesure où la Chine cherche à reconfigurer l'espace informationnel mondial, non seulement pour contester l'hégémonie américaine et occidentale sur l'information, mais aussi pour faire prévaloir sa propre hégémonie. Via ces seuls réseaux, notamment TikTok? Ah non, ça va bien au-delà. C'est une approche d'ensemble. La Chine a constitué le plus grand appareil de renseignement de l'histoire. La Chine a mené des actions cyber parmi les plus ambitieuses de l'histoire. Récemment, le directeur du FBI déclarait que s'il mettait tous ses agents rien que sur le dos des hackers chinois, eh bien, le ratio serait toujours de 50 contre 1 en faveur des hackers chinois. Ensuite, la Chine a investi des sommes considérables pour corrompre les sociétés occidentales. Il n'y a pas d'autre mot, à travers des financements, des prises de participation minoritaires dans des entreprises stratégiques et aussi à travers l'investissement dans des médias internationaux qui sont des médias chinois, en même temps que des publicités dans des médias occidentaux incités à une forme d'autocensure à son égard. Et enfin, la Chine est l'acteur qui aujourd'hui recourt le plus massivement, à ma connaissance, à l'intelligence artificielle générative pour produire des faux contenus. Et ça va tout changer dans les années à venir? Ça change tout d'ores et déjà.
On le voit avec l'essor de médias synthétiques. On le voit avec l'amplification de la désinformation dès lors qu'elle est boostée par ces outils d'intelligence artificielle. On le voit à travers son efficacité sur un certain nombre d'esprits de nos compatriotes en France et dans d'autres pays qui sont gagnés par des idées complotistes parce qu'ils ont été... Est-ce que ça fait bouger aussi les perceptions, de la Chine, notamment en Europe, ou pour l'instant on est simplement sur le regard que l'on porte sur le désordre, le chaos qui régnerait en Europe? Écoutez, la prise de conscience a été faite aux États-Unis, où toutes les agences de renseignement, depuis 2 mois, ont lancé des alertes. L'alerte a été également lancée au Royaume-Uni. L'alerte a été lancée en Australie. À ce jour, je crois savoir que la plupart de nos services de renseignement sont parfaitement conscients de la menace. En revanche, je ne suis pas certain que nos dirigeants politiques aient conscience de la menace représentée par les ingérences chinoises dans les prochaines élections européennes, ni dans l'organisation des Jeux Olympiques à Paris pour les perturber. La Chine mène à l'échelle géopolitique un certain nombre de campagnes de désinformation pour affaiblir le statut international de la France, notamment en Afrique, notamment dans l'océan Indien. La Chine, aujourd'hui, est dans une posture offensive, mais une posture dans le cadre d'une guerre de l'information, c'est-à-dire d'une guerre secrète qui ne se voit pas, qui est en deçà du seuil de la conflictualité, une guerre par conséquent que de trop nombreux dirigeants politiques ne perçoivent pas comme telle. Et vous écrivez d'ailleurs la même chose à propos de la Russie pour la campagne présidentielle de 2017. C'est un chapitre du livre dans lequel vous montrez bien que la France, les services français n'ont pas perçu la réalité de la menace et son caractère dangereux. Ils n'ont pas situé la menace à sa bonne échelle, qui est l'échelle globale. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts à partir des Macron Leaks pour cibler la menace cybernétique, les amplifications artificielles de contenu. Il y a de grandes initiatives qui ont été prises, la loi sur les manipulations de l'information, la création de Viginum, qui fait un travail absolument remarquable, on le voit ces dernières semaines. Le Quai d'Orsay a pris des initiatives aussi, mais... en étant focalisé sur la dimension numérique, on passe à côté du fait que cette dimension numérique, pour la Russie comme pour la Chine, s'inscrit dans une perspective bien plus globale, où tous les moyens de l'État sont mis au service d'une ambition stratégique d'ingérence et de perturbation des sociétés étrangères. En venons à Israël qui a, via ses institutions, organisé plusieurs séries de projections en Israël, d'abord à destination des journalistes de la presse internationale, mais aussi via ses ambassades en Europe en particulier. Je pense notamment à Paris, des images diffusées également à l'Assemblée nationale en France, mais pas à Bruxelles face au refus des présidents de groupe. Qu'est-ce qui préside selon vous au choix des responsables israéliens de permettre la vidéo la diffusion de ces vidéos? Je crois d'abord qu'il s'agit d'une mesure de diplomatie publique consistant à expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre pour que le plus grand nombre de gens dans le monde en aient conscience. Considérant que les médias ne font pas le job? Considérant qu'il ne suffit pas que les médias aient fait le job le 7 octobre pour que cela soit entré dans les esprits des gens sur une durée suffisamment longue. Et donc il faut voir. Mais alors, ça c'est un autre point, c'est une autre question. Parce que je crois que l'État d'Israël a fait face à une forme de négationnisme en temps réel sur les médias sociaux, qui était pour une part encouragé par certains acteurs malveillants parmi les États que j'ai cités tout à l'heure, visant à mettre en cause la réalité des faits. À diffuser jusqu'à des théories du complot. On a vu la Russie essayer d'encourager le récit selon lequel l'Ukraine aurait armé aussi le Hamas pour tuer des Juifs, qui ferait des Ukrainiens des nazis, de même qu'en 2014, la Russie s'était employée à essayer de convaincre que Zelensky était un juif nazi. Nous sommes dans une espèce de période de confusion généralisée, mais savamment entretenue par un certain nombre d'acteurs qui veulent saper toute capacité à percevoir le vrai et à le distinguer du faux. Et donc, il s'agit d'expliquer, il s'agit de montrer, il s'agit de prendre à témoin. On parlait du tribunal de l'opinion. Vous savez, en historien, quand j'ai vu sur Twitter cette première présentation des images aux journalistes qui se trouvaient à Tel Aviv, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ces images qui avaient été diffusées après la libération des camps en 1945. Et il s'agissait de faire valoir la réalité des faits par l'image, mais dans un cadre qui était le cadre du tribunal de Nuremberg. Là, c'est devant le tribunal de l'opinion. Le choix d'Israël a été de s'adresser à des tiers de confiance, les journalistes, aujourd'hui les dirigeants politiques, les élus, peut-être des influenceurs aussi,
parce qu'il ne s'agit pas de montrer l'horreur à tout le monde. Israël ne peut pas agir comme l'a fait le Hamas en diffusant des images atroces, mais il s'agit aussi de conduire l'opinion publique à ne pas se laisser gagner par le récit du Hamas. Alors, dans les heures et les jours qui ont suivi les massacres du 7 octobre en Israël, une série de cyberattaques ont visé l'État hébreu, attaques notamment contre Red Alert, l'application qui d'ordinaire prévient les civils israéliens en cas de bombardement, de tir de roquettes, et qui a été piratée par un groupe palestinien du nom de Anon Ghost. Des messages annonçant notamment une attaque nucléaire ont même été partagés. D'autres groupes activistes affiliés à la Russie et à l'Iran ont visé des groupes gouvernementaux, et le site du journal israélien Jérusalem Post. Est-ce qu'elles ont pu être coordonnées avec l'attaque matérielle physique contre les villes et les kibbutzim? À ce stade, il est difficile de l'établir. En revanche, de plus en plus d'indications se font jour quant à une implication de l'Iran à différentes échelles dans l'opération qui a été menée, dans sa planification, dans son organisation. Et toute attaque de ce type, je parle de l'attaque terroriste du 7 octobre, tout comme toute opération militaire, s'inscrit dans un continuum informationnel qui intègre tous les outils à disposition, et l'un de ces outils majeurs, c'est l'outil de la cyberguerre. Alors, dans le même temps, et vous l'évoquiez tout à l'heure, David Collomb, à la suite de la découverte d'étoiles de David taguées sur les murs d'immeubles à Paris en Ile-de-France et de l'arrestation d'un couple de Moldaves, la France a accusé Moscou d'ingérence numérique, pointant du doigt le réseau russe Recent Reliable News, qui se cache derrière ce réseau RNN. Alors, ce sont deux sociétés de marketing en ligne russes qui sont très vraisemblablement liées au service de renseignement militaire russe. Et en l'occurrence, ce à quoi nous avons fait face, c'est à ce que les Russes appelaient du temps du KGB une mesure active, c'est-à-dire une action menée par les services de renseignement sous faux drapeaux, sous fausses bannières, et qui a été particulièrement manipulatoire dans la mesure où les étoiles qui ont été taguées sur les murs de Paris par ces Moldaves, à la demande d'un commanditaire qui, en 2014, avait fait preuve de son antisémitisme déjà et de son soutien... Anatoly Prijenko. Son soutien au Kremlin. Ces étoiles étaient de couleur bleue et non de couleur jaune. Elles ne ciblaient pas des lieux spécifiques. Elles étaient apposées aléatoirement sur les murs. Ce qui a conduit le parquet de Paris, lorsqu'il a ouvert une information judiciaire le 31 octobre, à se montrer circonspect quant à la caractérisation de l'acte. Était-ce antisémite ou était-ce une forme de soutien à l'État d'Israël? Le parquet ne s'est pas prononcé, mais les médias français, eux, n'ont vu dans ces étoiles que ce qu'ils pouvaient voir, compte tenu du contexte, qui est la recrudescence considérable des actes antisémites authentiques et avérés. Autrement dit, les médias ont attribué cela à un acte antisémite. Notre première ministre en personne a caractérisé cela d'acte antisémite. Et c'est à ce moment-là que l'opération a véritablement démuté. C'est-à-dire que, dans un premier temps, Doppelganger, RRN, que vous citiez, avait amplifié ces images, diffusé des images de façon inauthentique de ces étoiles bleues. Puis lorsque s'est imposée l'idée que c'était un acte antisémite, on a vu la deuxième phase de l'opération, lorsque les Russes, à tous les niveaux, jusqu'à l'agence TASS, ont mis en avant une pseudo-organisation juive, Bouclier de David, dont à ce jour rien n'atteste de l'authenticité, de l'existence même, en prétendant que Prijenko avait fait ça pour soutenir l'État d'Israël. Et vous comprenez le but final. Avec pour seul but d'inspirer et de soutenir les Juifs d'Europe. Venant de lui, il est permis d'en douter. Bon, venant du renseignement russe, il est permis d'en douter. Ce qui m'apparaît en revanche certain, c'est que cela a encouragé le doute, la défiance à l'égard des autorités qui trop tôt avaient attribué à certains cet acte ou l'avaient caractérisé d'antisémite, mais également à l'égard des actes antisémites authentiques. Dès lors que les Russes font valoir que des Juifs taguent des murs de Paris, est-ce que les autres actes antisémites ne sont pas eux aussi le produit de ce type de démarche? Donc on était en présence de la fabrique en temps réel d'un mythe du complot. Et vous l'aviez perçu assez vite? Assez tôt, aussitôt que j'ai eu vent de... Alors, j'étais un peu prudent face à la couleur des étoiles, mais c'est mon côté historien et je fais des cours sur l'histoire de l'image. Donc j'étais attentif et prudent. Et c'est lorsque la France a officiellement attribué
l'opération ait mis en évidence le fait que 1095 bots du réseau RRN ont été impliqués, que je me suis douté que quelque chose se passait, mais surtout, ce qui se passait n'était pas ce que l'on croyait. Vous savez, en 1957-59, le KGB avait créé de toutes pièces des actes antisémites. C'était l'opération Svastika. Il s'agissait de faire croire qu'il y avait la résurgence du nazisme en Allemagne pour fragiliser les relations franco-allemandes au moment du début de la construction européenne, la CEE. Et à l'époque, il n'y avait, pour ainsi dire, pas d'actes antisémites. Là, on est dans un cas de figure très différent. Les actes antisémites, ils sont là depuis le 7 octobre. Ils n'ont jamais été aussi nombreux dans notre histoire récente. Et si la Russie a mis en place cette opération, c'est pour semer le doute à propos des authentiques actes antisémites. Ce qui a conduit certains à demander à l'antenne de certains de vos confrères, mais où sont-ils les actes antisémites? Même de la mosquée de Paris. C'est ce à quoi je faisais référence. Merci beaucoup, David Colombe, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre passionnant, La guerre de l'information, et pour nous aider à comprendre ce que nous vivons en temps réel, en France bien sûr, mais aussi au Proche-Orient. Livre publié aux éditions Talendier. Merci encore et à très bientôt.